Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va travailler sur trois notions qui nous intéressent, qui sont l'effet de l'arithmétique flottante sur la résolution des systèmes linéaires, la notion de norme vectorielle et norme matricielle, et le conditionnement d'une matrice. Donc, commençons tout à fait au début par l'effet de l'arithmétique flottante. Alors, comme vous le savez bien, si j'ai fait des calculs sur un ordinateur, on travaille avec un nombre limité de chiffres après la virgule. La question qu'on va poser, est-ce que le fait de travailler avec un nombre limité de chiffres après la virgule va avoir une grande influence sur les résultats finaux? Pour cette raison, on va prendre quelques exemples. Alors, tout à fait au début, j'aimerais bien expliquer comment on peut faire la décomposition LU avec en arithmétique flottante. Bien sûr, si on travaille sur un PC, je travaille peut-être avec 16 ou 17 chiffres après la virgule. Ici, dans nos exemples, je ne dépasse pas 4 chiffres après la virgule, mais c'est toujours le même principe. Alors, commençons par prendre une matrice, donc, comme celle-ci. Donc, on va faire une matrice A. Alors, donc voici notre matrice, à laquelle on veut lui chercher une décomposition LU. Alors, j'ai choisi la décomposition LU crotte. Là où je prends le diagonale de la matrice U contient des 1. Donc, je vous rappelle bien qu'on a vu deux versions de décomposition LU. La décomposition LU dans laquelle le diagonale de la matrice L contient des 1. Et la deuxième version, c'était la décomposition LU crotte dans laquelle on a choisi de mettre des 1 dans le diagonale de la matrice U. Alors, on va voir cette décomposition en respectant le fait d'utiliser uniquement 4 chiffres après la virgule. Alors, je commence à faire des calculs. Alors, je commence tout à fait au début par la première colonne de la matrice L. Bien sûr, regardez, ici, ces chiffres-là, c'est 1,012. Ça, c'est équivalent à dire, c'est 0,1012. C'est pour ça, c'est la même chose. Voilà. C'est, on utilise la décomposition LU crotte. Alors, comme vous le savez bien, la première colonne de la matrice L n'est rien d'autre que la première colonne de la matrice A. Donc, j'ai mes valeurs là. Maintenant, on va essayer de remplir la première ligne de la matrice U. Dans cette situation, donc, je prends le calcul de la grille flottante. Donc, pour trouver E12, comment on le fait? Je vais faire L11 fois U12 qui doit être égal à moins 2,132. Alors, je fais moins 2 sur 132 divisé par 1000, plutôt par 1,012, et je prends uniquement 4 chiffres significatifs. Donc, vous avez le 2 et le 107. Donc, ça donne moins 2,107. Et je continue à faire mes calculs. Alors, je passe au calcul de U13 de la même façon. Donc, U13, c'est quoi? C'est 3,104 divisé par L11. Et je prends uniquement 4 chiffres. Ça devient 3,067. Bien, je peux dire c'est 0,3067. Bien, après avoir donc construit, bien remplir la première ligne de U, je passe à la deuxième colonne de L. Et je respecte le fait d'utiliser l'arithmétique flottante. Donc, comme vous voyez ici, alors on calcule le L22, je calcule le L32, puis je passe à U23, je calcule, et enfin, il me reste uniquement le L33 qu'on va calculer de la même façon, en respectant les règles de calcul d'une arithmétique flottante. Alors, ce que nous donne à la fin, ces résultats-là. Alors, voici une décomposition LU qui a été trouvée en utilisant uniquement 4 chiffres, significatifs bien 4 chiffres, en arithmétique flottante. Bien sûr, si je reprends maintenant et je recalcule ce produit-là, donc je calcule le produit de L fois U, j'obtiens cette matrice. Voici la matrice qu'on obtient. Alors, si je compare cette matrice avec la matrice originale, on remarque pratiquement donc les 4 chiffres. Donc, dans la première colonne, il n'y a pas de modification. Dans la deuxième colonne, il n'y a pas de modification. Mais dans la troisième colonne, on remarque deux modifications. Donc, la première ici.
Et voici la deuxième. On a déjà une petite erreur qui a été faite. Donc, mais est-ce que, la question qu'on pose, est-ce que ces petites erreurs ont une grande influence sur les calculs, mais sur la résolution d'un système linéaire? Alors, je commence par prendre des petits exemples. Alors, ici, j'ai un exemple où je crée une matrice de dimension 2 fois 2. Donc, c'est un système qui est très facile à résoudre. Donc, vous avez 1, 2, 1,1 et 2. Je vais trouver x1, x2. Le vecteur b, c'est 10, 10,4. La solution de ce système-là est 4, 3. Donc, la solution du système original, c'est 4, 3. Donc, x1, c'est 4 et x2, c'est 3. Alors, je vous propose ici de faire une petite modification ou de refaire le calcul. Alors, ici, tout à fait au début, donc, au lieu de prendre 1,1, on prend une autre valeur qui est proche de 1,1, qui est 1,05. Alors, on a fait une erreur pratiquement de 5%. Alors, peut-être, on n'allait pas estimer l'erreur qu'on va voir, mais ce sera vraiment important. Regardez, cette petite modification qui a été faite sur un seul élément d'une matrice de 2 fois 2 va provoquer une modification totale de la solution. Alors, si je modifie le 1, si on remplace le 1,1 par 1,05, j'aurai une nouvelle solution qui est 8,1. Vous voyez bien, cette solution est totalement différente de la solution originale. Donc, ça, c'est vraiment important. Une petite modification qui a été faite dans un seul élément d'une matrice a provoqué une modification totale dans la solution. Alors, vous voyez bien que 8 est très loin de 4 et 1 est aussi très loin de 3. Alors ici, on voit bien qu'il y a vraiment une importance modification dans la solution à partir d'une petite erreur qui a été faite dans la matrice originale. Prenons d'autres exemples et des cas qu'on peut traiter souvent. Bien. Le deuxième exemple que je prends ici est toujours, donc je prends toujours des petites matrices de dimension 2 fois 2 qu'on peut manipuler facilement. Alors on a ce système-là plutôt, où la matrice A contient donc 4 éléments, c'est une matrice 2 fois 2. Alors, premier élément c'est 0,303. Puis vous avez 3 ici, 1, 1. Dans le vecteur B, vous avez 2,301, puis vous avez la valeur 1. Je travaille uniquement avec 4 chiffres après la virgule, ou bien 4 chiffres significatifs. Donc, directement, au moment où je fixe 4 chiffres, il y a une modification, c'est parce que ce 1-là, ce sera éliminé. On doit comprendre que ce 1, si je fixe 4 chiffres, le dernier 1 est éliminé. Mais c'est pas le problème dans notre exemple qu'on va voir plus tard. Alors, la solution de ce système-là, la solution exacte, c'est 1 tiers et 2 tiers. Alors, x1 c'est 1 tiers et x2 c'est 2 tiers. Alors, on va essayer de résoudre ce système-là par la méthode de LU. On prend uniquement 4 chiffres. Donc, on arrive définitivement avec 4 chiffres. J'ai fait ma décomposition. Bien, avant de faire la décomposition, on a dit qu'on a remarqué que le 1, ce 1-là va disparaître. Alors, j'ai fait ma décomposition. On forme un LU. Toujours LU crotte. Alors, regardez ici, dans le diagonale de la matrice U, c'est D1. Donc, ça c'est 0,1 fois 10 puissance 1, donc 1. Et ici, c'est la même chose. On commence à résoudre. Alors, je vous rappelle, pour résoudre un système par la méthode LU, qu'est-ce que je fais? Je commence par résoudre le système. Donc, on pose, je résoudre le système U, on commence par résoudre le système LY est égal à B, puis on résout le système UX est égal à Y. Donc, la résolution du premier système qui est LU qui est égal à Y, on appelle la descente triangulaire. Parce que la matrice L, c'est une matrice triangulaire inférieure. Je fais les calculs, 11,60, donc j'aurai Y1 0,6667 fois 10 puissance 4, et j'aurai Y2, c'est 0,6667. Puis je passe à la remontée triangulaire, c'est-à-dire la résolution du deuxième système qui est UX est égal à Y. On l'appelle la remontée parce que la matrice U, c'est une matrice triangulaire supérieure. Je calcule x2,
je trouve une valeur qui est proche de notre solution exacte, mais le calcul de x1 va provoquer une erreur qui est vraiment importante. Alors, si je calcule x2, je trouve, bien sûr, je trouve 0,6667, mais si je calcule x1, je trouve 6667, donc c'est y1 moins 10 000 fois x2, et je trouve c'est un 0. Donc, vous voyez bien la différence entre la solution exacte et la solution qui a été trouvée en arithmétique flottante. Alors, la solution exacte, c'était 1 tiers, 2 tiers. La solution qu'on a obtenue en utilisant l'arithmétique flottante en 4 chiffres, c'était 0,6667 et 0. Bien sûr, le x2, c'est presque la même, c'est presque 2 tiers, mais le x1 est totalement différent. Ça, on a remarqué, on a constaté une variation importante de la valeur de x1. Pourquoi on avait ce phénomène? Donc, on peut penser, donc tout à fait au début, le fait qu'on a éliminé le 1 dans la valeur de 2, donc le dernier chiffre, on peut penser à ça. Mais en réalité, dans cette situation, c'était pas une élimination de ce 1-là qui a provoqué cette erreur, mais une autre opération arithmétique dangereuse. Alors, c'est quoi cette opération? C'est d'avoir divisé par une valeur proche de 0. Alors, si on remarque bien ici, pendant le calcul de y1, on a divisé par 0,3 fois 10 puissance moins 3. Si je compare cette valeur, qui est 0,3 fois 10 puissance moins 3, par rapport aux autres éléments de la matrice, on remarque que cette valeur est considérée comme une valeur qui est très proche de 0. Alors ici, vous avez 10 puissance 4, 10 puissance 1, ici c'est 10 puissance 3. Donc cette valeur, c'est une valeur qui est proche de 0. Et la division par une valeur qui est proche de 0 provoque des problèmes. Ou bien on considère comme une opération dangereuse, une arithmétique flottante. Alors, comment je peux résoudre ce problème? Pour le résoudre, on doit éviter de diviser par un pivot qui est proche de 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon premier système et je fais une petite modification. Alors, si vous voyez bien, j'ai permuté les lignes de mon système. Alors, nous, on a permuté les lignes, donc on a évité d'avoir un pivot qui est proche de 0. Maintenant, je refais les calculs de la même façon, avec 4 chiffres en virgule flottante. J'ai fait la décomposition LU, mais vous voyez bien que le pivot maintenant est loin de 0, donc c'est 1. Alors, alors c'est quoi un pivot? Le pivot, c'est les éléments diagonaux de la matrice. On appelle des pivots. Si je refais les calculs maintenant de la même façon précédente, après avoir fait cette décomposition, je retrouve donc que y est 1 est 0,6666 et que la remontée nous donne la deuxième solution qui est 0,3367 et 0,6667. Donc vous voyez bien qu'on a obtenu des valeurs très proches de la solution exacte qui sont 1 tiers et 2 tiers. On peut même estimer et dire que la solution c'est 1 tiers et 2 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de l'exemple précédent? Qu'on doit toujours, en arithmétique flottante, éviter de diviser par des pivots qui ont des valeurs proches de 0. Donc, je dois prendre des valeurs qui sont, mon pivot doit être différent bien loin de 0. C'est pas différent, doit être différent de 0. Pas divisé par 0, mais il doit avoir des valeurs qui sont loin de 0. Le pivot doit être le plus grand possible. Voilà. Ça, c'est très important pour réduire l'effet des erreurs qu'on peut avoir à cause de l'utilisation de l'arithmétique flottante. Prenons maintenant un autre exemple, un autre cas. Alors, toujours avec des petites matrices, je prends donc dans ce système-là, vous avez, dans la matrice A, vous avez 2, 100 000, 1, 1,
Et dans le vecteur B, vous avez 100 000 et 2. La solution exacte de ce système-là, c'est 1,402 et 0,99 998. Je travaille avec le même principe en arithmétique flottante avec 4 chiffres. Alors, j'ai fait la décomposition. Aucun terme n'a été négligé, aucun terme n'a été effacé, aucun chiffre plutôt n'a été négligé ou effacé. J'ai obtenu ma décomposition. Donc, on voit notre décomposition LU. Et je commence à faire les calculs. Alors, on commence par résoudre le premier système qui est LY est égal à B, puis on résout le système U, X est égal à Y. Donc, la résolution du premier système, si on va faire descente triangulaire, va me donner 50 001. Et si je passe au deuxième système, la remontée triangulaire va me donner 0, 1. Donc, vous voyez bien que la valeur de x1 est totalement différente, elle est assez loin, très loin de la valeur de x1 exact. Alors, on pose la question, pourquoi cette erreur? On aura cette erreur parce que la matrice A contient des valeurs de grandeur différentes. Vous marquez dans la matrice A, vous avez le 1, le 2, ça a des valeurs de même grandeur, c'est-à-dire sont de l'ordre de 10 puissance 1, et on a le 100 000 qui est de l'ordre de 10 puissance 6, plutôt, qui est de l'ordre de 10 puissance 5. Ce qui a provoqué une erreur importante, sachant qu'on utilise uniquement 4 chiffres en arithmétique flottante. Alors, que se passe-t-il? Le moment où on doit effectuer, il y a une opération à faire, c'est le calcul du terme L22. On a fait cette opération, c'est 1 moins 1 fois 50 000. Parce que j'utilise uniquement 4 chiffres, ce 1-là sera négligé avant 50 000. Il nous donne uniquement 50 000. Donc c'est un grand chiffre avec un petit chiffre, on va le négliger, parce que j'utilise uniquement 4 chiffres, il va me donner 50 moins 50 000. Et ça, c'est le problème qui a provoqué l'erreur. Alors, comme vous le savez bien, on a déjà parlé de ça au premier chapitre, on ne doit pas faire, c'est une opération, on doit effectuer notre opération. Donc, on a donc effectué une autre opération dangereuse, donc on doit soustraire ou bien additionner des termes dont les ordres de grandeur sont très différents. Une solution partielle à ce problème est d'effectuer une mise à l'échelle des coefficients de la matrice. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ce problème? C'est de faire une mise à l'échelle. La mise à l'échelle est très simple. Il suffit de diviser chaque ligne par le plus grand élément. Donc, chaque ligne de la matrice A, on doit le diviser par son plus grand élément. Comme ça, on a fait la mise à l'échelle. Alors, je reprends le travail précédent. Alors, dans la matrice A, le plus grand élément, c'était 100 000. Alors, on doit diviser chaque élément par 100 000 pour avoir ce nouveau système. Donc, le premier élément, dans l'exemple précédent, le plus grand élément de la matrice était dans la première ligne, c'était 100 000. Donc, je dois diviser la première ligne par 100 000. Dans la deuxième ligne, il n'y avait pas de problème, il y avait 1 et 1, ça ne pose pas de problème. Alors, bien sûr, si je divise la première ligne de la matrice A par 100 000, je dois diviser aussi B par 100 000. Et j'obtiens ce nouveau système. Donc, c'est 0,2 fois 10 puissance moins 4, 0,1 fois 10 puissance 1, 0,1 fois 10 puissance 1 et 0,1 fois 10 puissance 1. 0,1 fois 10 puissance 1 ici, 0,2 fois 10 puissance 1. Bien. Maintenant, on aura un deuxième problème. Donc, j'ai fait la mise à l'échelle, mais je remarque que j'ai obtenu un autre problème, que le pivot, ici, est très proche de 0 si je le compare par rapport aux autres éléments. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois permuter les lignes pour éviter le problème d'un pivot qui est proche de 0 et je refais mes calculs. Maintenant, si je respecte ça, alors, la mise à l'échelle, puis la permutation des lignes pour éviter la division par un pivot qui est proche de 0, et je refais les calculs, on obtient une valeur approximative de la solution qui est 1. Vous voyez bien que cette valeur est vraiment proche de la solution exacte. Parlons maintenant d'un autre point dans ce cours-là. C'est les normes vectorielles.
est matricielle. Une norme vectorielle est matricielle. Donc, commençons par donner la définition d'une norme vectorielle. Alors, une norme vectorielle est une application de Rn dans R qui est associée à un vecteur, un scalaire, x, qui est associé à un vecteur x, un scalaire pour le note de cette façon-là, qui vérifie les trois propriétés suivantes. Donc, pour dire que vous avez une norme, je dois avoir donc la norme toujours positive, sauf si le vecteur x est nul. Donc, si le vecteur x est nul, donc sa norme c'est 0. Si on va multiplier un vecteur par un scalaire alpha, alors la norme de alpha fois x n'est rien d'autre que le module de alpha fois x. On a aussi la troisième propriété, c'est l'inégalité triangulaire est toujours vérifiée entre deux vecteurs x égales. C'est-à-dire la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Toute application donc, qui va vérifier cette propriété-là, on l'appelle une norme vectorielle. Alors, il existe pratiquement, on peut dire qu'il existe une infinité des normes. Alors, toute application qui vérifie les propriétés précédentes sont des normes. Mais il y a des normes qu'on utilise souvent. Donc, pour les vecteurs, on a trois normes qu'on utilise souvent, qui sont la norme euclidienne, la norme L1 et la norme 1,2. Alors, c'est quoi la norme euclidienne? La norme euclidienne d'un vecteur x est notée x, donc double barre 2, est définie par, on le montre de cette façon, enfin, toujours de cette manière, elle est définie par la racine de la somme des carrés des x unis. Donc, vous avez un vecteur x qui contient un élément x1, x2, x1. Donc, la norme 2, c'est la racine de x1 au carré plus x2 au carré plus xe jusqu'à x1 au carré. Alors, les autres normes qui nous intéressent aussi, c'est la norme 1 et la norme infinie. Alors, la norme 1 est définie par la somme des xi en valeur absolue, donc i varie de 1 et 1, c'est-à-dire la somme des éléments de vecteurs en valeur absolue. La norme infinie, c'est le maximum des valeurs de mon vecteur en valeur absolue. Ça, c'est la norme infinie. Alors, n'oubliez pas, x, c'est un vecteur commun. Alors, je prends quelques exemples. Ici, on va faire un exemple de calcul. Donc, je prends le vecteur x égale 1, 5, moins 7. Je commence à calculer ces normes. Alors, je commence par la norme 1, qui est la somme des éléments en valeur absolue. Ça me donne 1 plus 5 plus 7, c'est-à-dire 13. Je calcule la norme infinie, donc le maximum en valeur absolue, c'est 7. Et enfin, la norme 2, qui est la somme des xi au carré. Donc, c'est 1 au carré, plus 5 au carré, plus 7 au carré. Ce qui me donne, alors si j'ai pas fait faute de calcul, c'est la racine de 75, c'est-à-dire 5 fois la racine de 3. Alors, la deuxième notion, notre notion, c'est les normes matricielles. Donc, une norme matricielle est une application qui est associée à une matrice A, un scalaire qu'on le note de cette façon-là, qui vérifie les quatre propriétés suivantes. Donc, la première propriété, c'est que la norme est toujours positive, sauf si la matrice est nulle. Donc, si la matrice est nulle, ce sera égal à 0. Deuxième propriété, c'est on va multiplier une matrice par un scalaire. Alors, la norme de la matrice multipliée par un scalaire est égale au module de ce scalaire-là multiplié par la norme de la matrice. Troisième propriété est l'inégalité triangulaire. Donc, si je prends deux matrices A, B quelconques, on peut faire leur somme, bien sûr, je dois voir que la norme de A plus B est inférieure ou égale à la norme de A plus la norme de B. La quatrième propriété, c'est que la norme de A fois B, donc si je prends deux matrices quelconques A fois B, la norme de A fois B est inférieure ou égale à la norme de A fois la norme de B. Ça, c'est les quatre propriétés qui nous permettent de définir une norme. Alors, une norme matricielle, toute application qui vérifie ces quatre propriétés est une norme matricielle. Il existe une relation importante entre les normes matricielles et les normes vectorielles. On peut même construire des normes matricielles à partir des normes vectorielles quelconques en faisant que la norme matricielle, matricielle est égale au sub de la norme de A fois X, où X, c'est un vecteur qui a une norme égale à 1. Bien. Ici,
petite remarque. Alors, A, c'est une matrice, X, c'est un vecteur colonne. Donc, la multiplication de A par X me donne un colonne. Donc, ce qu'on utilise ici, c'est une norme vectorielle. La condition qu'on doit poser à X pour construire à partir de ce produit-là la norme matricielle, que son module, bien plutôt, que son norme est égale à 1. On appelle ce type de norme matricielle les normes matricielles induites par la norme vectorielle. Ou bien on l'appelle les normes, on dit aussi que c'est la norme matricielle ainsi construite et subordonnée à la norme vectorielle. Donc on dit qu'elle est induite ou bien qu'elle est subordonnée à la norme vectorielle. Maintenant on va essayer de construire, mais on va donner la construction des normes matricielles à partir des normes vectorielles qu'on a déjà vues. Donc, on a ce petit théorème qui nous explique ça. Alors, les normes matricielles induites par les normes vectorielles L1 et L sont respectivement données par la norme 1, j'applique la définition, la norme matricielle 1, j'applique la définition, ça sera le sub de la norme de A fois X, la norme 1 de A fois X, avec X, c'est un vecteur que leur norme 1 est égale à 1. Alors, si je fais les calculs qu'il faut, on obtient cette définition. Alors, c'est la définition qu'on utilise. Donc, si je demande à un étudiant de calculer la norme 1 d'une matrice, il utilise directement cette définition. Alors, c'est quoi ça? La norme 1, je dois prendre, alors, regardez cette somme-là. Cette somme représente la somme des éléments d'une colonne en valeur absolue. Je somme les éléments de chaque colonne en valeur absolue, puis je prends leur maximum. Alors, c'est quoi la norme matricielle 1? C'est le maximum de la somme des éléments des colonnes en valeur absolue. Alors, si je passe maintenant à la deuxième norme, qui est la norme matricielle infinie. Donc, je définis de la même façon. On va obtenir, si je fais le développement nécessaire, que la norme matricielle infinie, c'est le maximum de la somme des éléments des lignes en valeur absolue. Alors, c'est-à-dire, je prends une matrice, je somme les éléments de chaque ligne en valeur absolue, puis je prends leur maximum. Comme ça, je calcule la norme infinie de la matrice. Il existe aussi d'autres normes matricielles qui sont importantes et qu'on utilise souvent. Donc, parmi ces normes-là, on a la norme, ce qu'on appelle la norme de Frobenius. La norme de Frobenius est définie par la racine carrée de l'ensemble des éléments de la matrice au carré. C'est-à-dire, je prends les éléments de la matrice, je calcule leur carré, puis je fais la somme des carrés, et enfin je calcule la racine de cette somme. Une autre norme qui est assez intéressante, c'est la norme matricielle induite par la norme euclidienne, bien ce qu'on appelle la norme matricielle 2. Elle est définie de cette façon. C'est la racine carrée de rayon spectral de A transposé fois A. C'est-à-dire, je dois calculer, pour calculer la norme 2 d'une matrice A, je dois calculer son transposé, je dois multiplier ce transposé par la matrice A, puis je calcule le rayon spectral de produit qui a été obtenu, et enfin, je calcule la racine de rayon spectral. Alors, je vous rappelle que le rayon spectral n'est rien d'autre que la plus grande valeur propre au module de la matrice située entre parenthèses. Alors, prenons un petit exemple maintenant. Alors, j'ai pris ici une matrice de dimension 3 fois 3. Et j'ai essayer de calculer la norme 1, la norme 2 et la norme de Frobenius. Alors, je vous rappelle, c'est quoi la norme 1? Pour calculer la norme 1, je prends chaque colonne à part, je calcule la somme de ces éléments en valeur absolue, puis on va sélectionner le maximum. Donc, la première colonne, donc la somme c'est 1 plus 3 plus 1. La deuxième c'est 2 plus 1 plus 9, donc c'est 12. La dernière c'est 5 plus 5, donc c'est 10. Et le maximum ici c'est 12. Passons maintenant à la norme infinie. Alors la norme infinie c'est quoi? C'est la somme, donc je prends la somme de chaque ligne en valeur absolue, puis on va choisir le maximum. Donc ça sera 1 plus 2 plus 5 c'est 8, 3 plus 1 plus 5 c'est 9, et 1 plus 9 c'est 10. Donc le maximum de ça c'est 10. La dernière c'est la norme de Frobenius. Alors c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 5 au carré, plus 3 au carré, plus 1 au carré, plus 5 au carré, plus 1 au carré, plus 9 au carré. Je calcule la somme de ces carrés-là, puis je calcule leur racine et j'obtiens la racine de 147.
7. Comme ça, j'ai fait les calculs des différents normes. Alors, ici, on a une autre définition qui est reliée entre les normes vectorielles et les normes matricielles. Alors, si vous avez un vecteur, donc une matrice A et un vecteur colonne, on dit qu'on a deux normes, une norme vectorielle et une norme matricielle sont dites compatibles si la condition suivante est vérifiée. Si la norme de A fois X est inférieure à la norme de A fois la norme de X. Et cette relation doit être validée, quelle que soit la matrice A, le vecteur X. Alors, les normes vectorielles et matricielles ne sont pas toujours compatibles entre elles. Si une norme matricielle est subordonnée à une norme vectorielle, les deux normes seront automatiquement compatibles. On peut se montrer que, donc, que la norme vectorielle A est compatible avec la norme matricielle A. La norme vectorielle infinie est compatible avec la norme matricielle infinie. Par contre, la norme vectorielle 2 et la norme de Frobenius ne sont pas compatibles. Alors, prenons un exemple où on peut vérifier la propriété précédente, c'est-à-dire la compatibilité entre ces normes-là. Alors, j'ai pris un vecteur x, donc 1, moins 3, 8, et la matrice A qu'on a déjà utilisée. Alors, je calcule le produit de A fois x, puis je calcule la norme 1 de A fois x, je calcule la norme infinie, et j'ai même calculé la norme 2, malgré qu'on ne va pas l'utiliser. Et je vérifie vraiment que l'égalité est vérifiée pour la norme L1 et la norme L de A là. Pour la norme L1, si vous avez 1 fois x, la norme 1 de A fois x est 95. La norme L1 de x de la matrice A, c'était 12. La norme L1 de vecteur x, c'était 12. Donc, la condition est vérifiée. La propriété peut toujours vérifiée. Et la même chose pour la norme infinie. Parlons maintenant de la dernière notion dans ce cours-là, qui est le conditionnement d'une matrice. Alors, le conditionnement d'une matrice A, que le note grande de A, est défini par le produit de la norme de A fois le produit de son inverse. Alors, comme vous voyez bien, dans la définition du conditionnement, on utilise les normes. Donc, le conditionnement dépend de la norme utilisée. En général, on utilise la norme infinie. Bien souvent, on utilise la norme infinie. Alors, quelle est l'utilité de conditionnement? On va utiliser le conditionnement pour mesurer la sensibilité des systèmes aux petites perturbations sur les données initiales ou bien sur le vecteur x de solution. Alors, pour cette raison, je considère le système linéaire AX est égal à B. Et je note grand X, la solution exacte, et grand X étoile, la solution approximative qu'on obtient en utilisant l'arithmétique flottante. Alors, ces deux vecteurs devront être près l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on va définir l'erreur qui est x moins x étoile, et la norme de l'erreur, c'est la norme de x moins x étoile. Et cette norme va être petite pour que le vecteur être proche l'un de l'autre. On va définir aussi ce qu'on appelle le résidu. Le résidu sera défini par la différence entre b et a moins x étoile. Donc c'est b moins a x étoile. On peut faire une petite modification sur cette définition-là. Donc, comme on l'a dit, le R a été défini de b moins x étoile. Je peux remplacer b par ax, parce que a, x, c'est b. Donc, je peux remplacer b par ax, puis je vais faire sortir le a en facteur. J'aurai a fois x moins x étoile, ce qui me donne à la fin que le résidu, c'est a fois le vecteur que représente l'erreur. Alors, parce qu'on s'intéresse à un système linéaire à x égal à b, un système qui admet une solution, la matrice A est inversible, on peut déduire que l'erreur s'écrit 1 moins 1 fois R, donc l'inverse de R, fois R. En utilisant les normes vectorielles et matricielles compatibles, on peut arriver à ce petit théorème. Donc, 1 sur le conditionnement de A fois la norme de R sur la norme de B est inférieur ou égal à la norme de U sur la norme de vecteur X.
qui est elle-même inférieure au conditionnement de A fois la norme de R sur B. Bien. On va pas expliquer comment cette formule a été obtenue, on l'utilise directement, on va essayer de l'analyser dans le reste de ce vidéo-là. Alors, quelles sont les remarques qu'on peut voir à partir de cette inégalité? Alors, commençons par parler du terme qui est au milieu. Alors, le terme qui est au milieu, c'est la norme de U sur la norme des vecteurs X. Donc, on peut dire que ce terme-là représente l'erreur relative entre la solution exacte et la solution approximative X étoile. Bien. La deuxième remarque. Si les conditions, alors, avant de parler de la deuxième remarque, j'aimerais bien vous dire que le conditionnement d'une matrice est toujours supérieur à 1. Le conditionnement d'une matrice est toujours supérieur ou égal à 1, quel que soit la matrice A. Donc, si le conditionnement de la matrice, alors, la deuxième remarque est la suivante. Donc, si le conditionnement de la matrice A est près de 1, l'erreur relative est coincée entre deux valeurs très près l'un de l'autre. Si la norme du résidu est petite, l'erreur relative est également petite et la précision de la solution approximative a toute la chance d'être satisfaisante. Donc, si le conditionnement est proche de 1, donc le conditionnement 1 sur le conditionnement, ce sera des valeurs proches l'un de l'autre, et si le résidu est petit, donc on aura une grande possibilité que l'erreur sera petite. Troisième remarque. Par contre, si le conditionnement est grand, si le conditionnement de ça est grand, la valeur de l'erreur relative est quelque part entre 1 et 0, donc parce que le moment où le conditionnement est grand, 1 sur le conditionnement devient proche de 0, donc ici, on va dire que l'erreur relative, ce sera entre une valeur proche de 0 et une très grande valeur dans ce sens-là. Donc il est donc à craindre que l'erreur relative soit alors grande. Donc, que la solution approximative soit de faible précision et même dans certains cas complètement fausse. Donc, si le conditionnement est élevé, on a un grand risque d'avoir une erreur, une solution approximative de faible précision ou même totalement des faits. Une autre remarque, même si la norme de résidu est petite, même si la norme de résidu, c'est-à-dire la norme de R est petite, il est possible que l'erreur relative liée à la solution approximative soit même grand si le conditionnement est grand. Donc il nous reste d'autres remarques. Alors je garde toujours la formule devant moi. La cinquième remarque, c'est que plus le conditionnement de la matrice A est grand, plus on doit être attentif à l'algorithme de résolution utilisé. Donc, si le conditionnement est grand, je dois faire attention à l'algorithme qu'on utilise. Donc, c'est quoi l'algorithme qu'on utilise? Ça, c'est un point qui est important. Alors, on a vu dans ce chapitre-là la méthode Gauss, la méthode LU et la méthode de Cholesky. Bien. Que signifie qu'on doit être attentif à l'algorithme de résolution utilisé? Alors, on doit être attentif à l'algorithme de résolution utilisé. Ça signifie que je dois prendre en considération le fait de chercher le plus grand pivot possible, donc éviter la division par des valeurs proches de 0 et faire la mise à l'échelle avant de commencer les calculs. Alors, avant d'appliquer n'importe quel algorithme, je dois faire la mise à l'échelle et je dois éviter de diviser par des pivots proches de 0. Donc, je dois faire des modifications sur les algorithmes initiaux qu'on va utiliser. On prend en considération ces deux points-là. Une autre remarque qui est importante, il est important de rappeler que même si une matrice est bien conditionnée, un mauvais algorithme de résolution peut conduire à des résultats erronés. Alors, si je prends cette inégalité, donc les deux inégalités de l'équation 1, nous permettent d'obtenir une borne inférieure pour le conditionnement en isolant, on montre, donc, en effet, donc, à partir de cette relation-là, je peux dire que le conditionnement de A est supérieur à la norme de E sur la norme de X fois la norme de B sur la norme de R, et la même chose si le conditionnement est supérieur à la norme de X sur la norme de E fois la norme de R sur la norme de B. Donc je peux voir que le conditionnement est supérieur au maximum des deux. C'est une borne inférieure. Il est supérieur au maximum des deux. Maintenant, d'une autre approche, on utilise
qui nous permet de mesurer la sensibilité de notre système aux petites perturbations. Alors, on peut obtenir une autre inégalité qui illustrait le rôle de conditionnement d'une matrice quand on a la précision de la solution numérique d'un système linéaire. Donc, je considère le système AX égale à B. Lorsque l'on résout un tel système sur l'ordinateur, où la représentation des nombres n'est pas toujours exacte, on résout en réalité le système A plus E fois X étoile est égal à B, où la matrice E représente une perturbation du système initial, due par exemple aux erreurs de représentation sur ordinateur, des coefficients de la matrice A. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Simplement, on peut résumer. Si on veut résoudre un système AX est égal à B sur un ordinateur, en réalité, au lieu de résoudre AX est égal à B, nous sommes en train de résoudre A plus E, X étoile est égal à B. Pourquoi A plus E? Parce que la représentation des nombres réels sur un ordinateur n'est pas toujours exacte. Donc, la matrice E peut également représenter les erreurs de mesure lorsque les coefficients de la matrice A sont obtenus. Donc ça, c'est une autre source d'erreur. Donc on peut l'erreur qui est ici, soit c'est à cause de la représentation de nombres, ou bien c'est à cause de erreurs de mesure lorsque les coefficients de la matrice A sont obtenus d'une façon expérimentale. Nous notons encore X étoile la solution du système perturbé. Donc ici on aura une autre relation de fonction de conditionnement. Donc la norme de x moins x étoile sur la norme de x étoile est inférieure ou égale le conditionnement de A fois la norme de E sur la norme de A. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à partir de cette relation, de cette inégalité? La première des choses qu'on peut remarquer, c'est concernant le terme qui est à gauche. Donc la norme de x moins x étoile sur la norme de x étoile. Ça, c'est une approximation de l'erreur relative et non pas l'erreur relative. Pour avoir l'erreur relative, je dois voir, on divise par la norme de x. Alors, je vous rappelle ici, on note x la solution exacte et x étoile c'est la solution approximative ou bien c'est la solution du système perturbé. Donc ça, c'est une approximation de l'erreur relative. Concernant le terme de droite, vous avez ici la norme de E sur la norme de A. Pratiquement, c'est l'erreur relative liée au coefficient de la matrice A, multiplié par le conditionnement de la matrice A. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Si le conditionnement est petit, donc une petite perturbation sur la matrice E va provoquer une petite perturbation sur la solution X. Par contre, si le conditionnement est grand, donc une petite perturbation sur la matrice A peut provoquer une grande perturbation sur la solution X. Dans certains cas, ça a une solution qui est totalement différente de la solution exacte. Prenons un exemple ici. Donc, on termine par un exemple d'une matrice mal conditionnée. Alors, j'ai pris ici une matrice, une petite matrice de dimension 3 fois 3. J'ai calculé son inverse. Puis, j'ai calculé la norme infinie de A. Et puis, la norme infinie de son inverse. On trouve que le conditionnement de ces deux matrices-là, c'est 7995. Donc, c'est un conditionnement qui est très grand. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette matrice est mal conditionnée. Elle est très sensible. Donc, un système AX, B, ou A, la matrice A, et cette matrice, c'est un système qui est très sensible. Donc, une petite perturbation dans la matrice A va provoquer des catastrophes dans le calcul de la solution de notre système. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.